Vous voulez investir en bourse, mais vous savez pas s'il faut acheter maintenant ou si l'action est encore trop chère. C'est normal, on veut tous acheter quand le prix est bas et vendre quand l'action est au plus haut. Mais comment faire concrètement? Comment savoir si l'action est chère ou pas? Est-ce qu'une action Apple aujourd'hui, par exemple, à 200 $ est un bon prix? 150, 300, 400? Eh bien, je vous propose dans ce premier épisode de notre série Comment valoriser une entreprise de commencer par un premier outil, le plus connu, le plus simple, le PER. Et pour ne pas rater les prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être notifié. Il y a quelques temps, je regardais une vidéo de Monish Pabrai, un très bon investisseur. J'ai déjà fait une vidéo sur lui sur cette chaîne qui justement essayait d'expliquer ça à des étudiants. Il racontait qu'il croisait souvent des gens qui lui disaient « Tiens, cette action Apple, pour reprendre notre exemple, l'action est à 180. Est-ce que c'est un bon prix pour acheter aujourd'hui ?» Et lui, il répondait « Attendez, c'est combien la capitalisation d'Apple ?» Là déjà, la personne en face est un peu perdue et ne sait pas trop ce que c'est une capitalisation. Alors il lui explique que c'est la somme de toutes les actions de l'entreprise, le capital est divisé en parts, qu'on appelle actions, et la somme de toutes ces parts, ces actions, c'est le prix de ce business. C'est ce qu'on appelle tout bonnement la capitalisation. Si on a 100 millions d'actions et chacune vaut 5 $, l'intégralité de cette entreprise vaut en bourse 100 millions x 5, 500 millions de $. Et ensuite, il enchaîne. Est-ce que c'est cher ou pas? Son point était de montrer que le cours d'une action d'une entreprise ou sa capitalisation ne nous avance pas à grand-chose à ce stade du raisonnement. Dire qu'un business vaut 500 millions, c'est un peu mieux que de dire que l'action est à 5 $ déjà, mais c'est toujours pas suffisant. C'est comme dire ce paquet de riz vaut 3 $. Est-ce que c'est cher ou pas? Eh bien, pour le savoir et pour pouvoir le comparer aux autres paquets de riz, pour savoir si c'est cher ou pas, on regarde le prix au kilo. En bourse, c'est la même chose. Pour savoir si notre entreprise de 500 millions est un bon prix, il faut mettre en face son bénéfice net. Si l'entreprise gagne 50 millions en bénéfice net, là déjà, on peut se dire « Ok, je paye 10 fois le bénéfice net, 500 sur 50. » Et là déjà, on a fait un pas de plus. C'est ça le PER. Combien d'années de bénéfices nets vaut cette entreprise? Et pour ça, on peut raisonner soit à l'échelle de l'entreprise, la capitalisation sur le bénéfice net, ou on peut très bien raisonner à l'échelle d'une seule action, c'est le cours d'une action sur le bénéfice net, donc par action. Ça revient exactement au même. Et c'est aussi pour ça qu'on parle de valorisation avec les multiples. On raisonne avec X fois le bénéfice net. Et il y a plusieurs multiples en finance. On peut aussi raisonner très bien avec le chiffre d'affaires. Combien d'années de chiffre d'affaires, le résultat opérationnel, etc. Mais le plus connu, c'est le PER. Et on le trouve partout. Donc PER, c'est cours de l'action sur bénéfice net par action. Le cours, c'est assez évident, mais pour le bénéfice, on parle des bénéfices de quelle année? Parce que le bénéfice d'une entreprise change tous les ans. Eh bien, si on prend le bénéfice de la dernière année connue, c'est ce qu'on appelle le trailing PER. Nous sommes par exemple début 2020, le trailing PER de l'époque, c'est le cours début 2020 sur le bénéfice par action de 2019 parce que c'est le dernier bénéfice connu. Le trailing PER a l'avantage d'être fiable parce qu'il se base sur un bénéfice connu, concret et audité. L'inconvénient, c'est que c'est du passé. L'entreprise a pu entre-temps augmenter ses prix, lancer de nouveaux produits, donc il est fort probable que le bénéfice de cette année soit différent de l'année dernière, en bien ou moins bien d'ailleurs. Et les investisseurs sur le marché investissent justement sur la base des bénéfices dans le futur. C'est pour ça qu'ils préfèrent utiliser le forward PER. C'est toujours le cours de l'action aujourd'hui, mais on utilise les bénéfices de cette année et pas de l'année dernière. Le bénéfice de cette année n'est pas encore connu. On peut l'estimer, mais ça reste hypothétique, l'année n'est pas terminée. Donc l'inconvénient, c'est que ça reste approximatif, mais ça a l'avantage d'être au moins plus proche de la réalité d'aujourd'hui que de l'année dernière. Bref, ne vous embêtez pas avec les termes en anglais, il faut le savoir une fois dans sa vie. Mais nous, chez Master Bourse, par exemple, on parle du PER 2024, 2025 ou autre. On identifie l'année pour éviter la confusion et la complication. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls à le faire. La majorité des sites francophones, type Zone Bourse, Investir ou autres, mentionnent clairement de quelle année ils parlent. Maintenant, comment l'interpréter ce PER? Parce que dire qu'un PER égale 12, ok, ça veut dire que si le bénéfice ne change pas, en 12 ans, on aura récupéré notre investissement initial. Mais c'est toujours abstrait. Le PER, ou les multiples de valorisation en général d'ailleurs, permettent à l'investisseur d'avoir un raisonnement, ce qu'on appelle en relatif. En relatif, d'abord, par rapport à la concurrence. Cette entreprise a un PER de 7,
Son concurrent a un PER de 12, donc a priori, elle est moins chère que son concurrent. Et ça, c'est utile parce que ça permet déjà de situer la cherté de l'entreprise relativement à ses concurrents. Après, évidemment, on peut aller plus loin dans l'analyse pour savoir si cette décote est méritée ou pas. Peut-être que le concurrent le plus cher est beaucoup plus dynamique et il va voir ses bénéfices progresser beaucoup plus vite les prochaines années. Et donc, légitimement, il mérite un PER plus élevé aujourd'hui. Et il n'est pas cher. Au fil des ans, les bénéfices augmentent. Et rappelez-vous, le PER, c'est le cours sur bénéfice par action. Donc plus le bénéfice augmente et plus le PER va fondre et donc devenir attractif. Et donc ce qui semblait cher au départ, en vrai, il ne l'est pas au fur et à mesure des années. Peut-être aussi que le concurrent de notre entreprise, qui pour rappel est plus cher parce qu'il a un PER plus élevé, est beaucoup plus rentable. S'il est plus rentable, il peut croître plus vite parce qu'il a plus de cash à la fin de chaque année, ce qui rejoint le point de la croissance qu'on vient d'aborder. S'il n'y a pas moyen de faire de la croissance, il peut distribuer plus de dividendes et donc enrichir plus ses actionnaires. Et donc, il mérite un plus en termes de PER. Enfin, peut-être aussi que notre entreprise, qui a un PER plus faible, est tout simplement beaucoup plus endettée. Et donc, une bonne partie des bénéfices futurs qu'elle va générer iront aux banquiers et pas à nous, actionnaires. Alors que le concurrent qui a un PER plus élevé, lui, il croule sous le cash. Donc, vous voyez, en gros, on peut avoir des explications rationnelles de différence entre les PER des concurrents en fonction de la croissance de chacun et de l'endettement. Une autre manière d'apprécier la cherté d'un PER d'une entreprise est de comparer son PER actuel par rapport à son historique. Si aujourd'hui l'entreprise affiche un PER de 5 alors que historiquement elle avait un PER de 10, alors ça veut dire peut-être qu'a priori elle est moins chère qu'avant, et si on pense que un PER de 10 est plus juste, alors on peut potentiellement faire un x2 sur l'action même si le bénéfice reste constant. On fait l'hypothèse d'un retour à la moyenne. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle ici. La bonne nouvelle, c'est que oui, c'est possible. En tout cas, on a trouvé un début de piste intéressante et ça vaut le coup de creuser et pousser le raisonnement. Il y a des signaux positifs. La mauvaise nouvelle est que, rappelez-vous, les investisseurs raisonnent avec les profits futurs et non passés. Donc peut-être que les prochaines années seront beaucoup moins bonnes que les 10 dernières années. C'est pour ça que l'entreprise a un PER plus faible aujourd'hui. Peut-être que l'entreprise aussi est disruptée. Il y a de nouveaux concurrents avec des meilleurs produits qui sont en train de prendre des parts de marché à notre entreprise et les investisseurs pensent que cette entreprise va décliner avec le temps. Peut-être aussi que la croissance de l'entreprise ralentit tout simplement ou se normalise. On était à des croissances de profit de 20% par an et là, on arrive à un stade de maturité et on n'est plus qu'à 3 ou 4% de croissance. Il est normal dans ce cas-là d'avoir un PER plus faible que par le passé. Ou peut-être que l'explication vient de l'endettement. L'entreprise a fait de mauvaises acquisitions et aujourd'hui, elle est endettée alors qu'avant, elle avait beaucoup de cash. Donc le PER est un premier outil pour situer relativement la cherté d'une entreprise par rapport à ses concurrents et à son historique. Et il a le mérite d'être très facile à comprendre et calculer, même si dans les faits, on n'a même pas besoin de le calculer et on peut le trouver partout. Donc, il a quelques avantages, ce PER, mais il a aussi plusieurs défauts. On le calcule sur les bénéfices de l'année et donc, on ne tient pas compte de la croissance des profits les 3 et 5 prochaines années. Et même si la croissance reste difficile à estimer, c'est quand même une composante essentielle du prix d'un business. Parce que investir de manière générale, que ce soit en bourse, en immobilier ou dans une ferme ou un projet entrepreneurial, c'est sortir de l'argent tout de suite pour récupérer plus dans le futur. Et ça, c'est le premier défaut du PER, la croissance. Le deuxième défaut, c'est qu'il ne tient pas compte du patrimoine de l'entreprise et surtout de sa dette. On a raisonné avec le cours de l'action ou sa capitalisation, mais à aucun moment on a parlé de la dette de l'entreprise. Sauf que le vrai prix d'un business, c'est la capitalisation plus la dette nette. Par exemple, si vous achetez un bien immobilier à 100 000 et vous mettez 20 000 d'apport et 80 000 à crédit, eh bien le prix de ce bien immobilier, c'est toujours 100 000. Ce n'est pas parce que vous avez mis 20 000 de votre poche que le bien vaut 20 000. Faut pas oublier le crédit. En bourse, c'est la même chose. La capitalisation, c'est exactement comme votre apport. C'est la valeur de la part des actionnaires. Mais la dette de l'entreprise, tout comme la dette de notre bien immobilier, doit être remboursée, d'une façon ou d'une autre d'ailleurs, même si on doit liquider l'entreprise pour le faire. Et en finance, pour estimer correctement la valeur totale d'un business à un instant T, on rajoute à la capitalisation la dette nette de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle la valeur d'entreprise. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres ratios et de multiples de valorisation plus intéressants à utiliser que le PER, avec lesquels on va raisonner en utilisant la valeur d'entreprise et non la capitalisation.
comme par exemple le multiple de valorisation valeur d'entreprise sur résultat opérationnel. On appelle aussi VE sur EBIT. Pour aller plus loin, vous avez déjà 2 articles sur le site Master Bourse, un sur le PER, avec justement une grille pour avoir une idée générale sur la cherté d'un PER, ce que veut dire un PER de 10, 15, 20 ou 40, et un deuxième article sur justement ce VE EBIT ou le ratio valeur d'entreprise résultat opérationnel que nous on préfère. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour la suite.